Welcome to Business Public. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Business Public. Donc, Business Public, c'est le podcast qui décrypte les relations entre les entreprises privées et les collectivités. On essaie toujours d'avoir un panel le plus large possible de collectivités, de la très petite à la très grande métropole. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir le maire de Sainte-Hélène, Lionel Montillot. Bonjour Lionel. Bonjour. Ravi en tout cas que tu aies accepté de venir discuter un petit peu avec moi dans Business Public. Merci pour l'invitation, ravi d'être là. Avec grand plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, Lionel, tu es maire de Sainte-Hélène. Moi, j'aime bien comprendre quel est le parcours qui t'a amené à être aujourd'hui maire de Sainte-Hélène. Pourquoi et puis expliquer un peu ton parcours aussi, qui est pas un parcours d'élu depuis des dizaines d'années, où tu as un parcours un peu hybride justement entre le public et le privé. Et je pense que c'est particulièrement intéressant que tu nous expliques d'où ça vient. Oui, je suis maire depuis 2020, donc c'est relativement récent, et je n'ai jamais été élu auparavant. Avant le parcours, peut-être la volonté. Pourquoi devenir maire ? Parce que c'est chez moi. Je suis né dans cette commune, dans ce village, et j'avais envie de m'y impliquer et d'essayer de travailler au changement et à la croissance et à l'amélioration de cette commune pour mes amis et tous les gens que je connais qui habitent là-bas. Et puis parce qu'il y a un lien affectif très fort avec la commune quand on y grandit. J'ai un parcours aussi très associatif. Mes parents étaient dans les associations, créé des associations plutôt de loisirs culturels. Dans la ville ? À Sainte-Hélène, principalement dans la ville, ce qui amène à baigner dans un contexte de lien social, d'entraide. Et dans mon parcours professionnel, j'ai été musicien, c'est mon premier métier. J'ai été musicien très longtemps, pendant une vingtaine d'années, où j'ai beaucoup fait de concerts, de tournées, et j'ai enseigné aussi beaucoup la guitare et le chant. Et je suis devenu directeur d'une école de musique, localement, celle de la commune, qui rayonnait sur plusieurs communes et qui est devenue, moi j'avais pour boulot de piloter la transition de cette structure associative de petite commune en projet socioculturel de territoire. D'accord. Ce qu'on a fait, puisque quand je suis devenu maire, j'étais encore directeur, on était un peu plus de 300 élèves, on fait bar associatif, école de musique. Et j'ai commencé, dans ce contexte-là, à beaucoup travailler avec les élus locaux, nécessairement, puisque ça doit s'inscrire dans un projet culturel communal, avec les communes dans lesquelles on travaillait. C'est un peu comme ça que j'ai touché du doigt le fait que ce que c'était être élu, comment on pouvait œuvrer. Et en parallèle, j'ai créé une start-up, comme on dit, il y a maintenant presque une dizaine d'années. Je l'ai fermée, là c'est quelque chose qui n'a pas eu de succès économique, donc je l'ai fermée en devenant maire, donc vers 2020-2021, qui était un service aux musiciens amateurs. Au départ, l'ambition était de faire un site internet où les musiciens pouvaient vendre leur musique, et puis le streaming est arrivé, etc. Et ça s'est terminé. Je pense qu'ici, on connaît bien la vie des startups et la notion de pivot. Oui. Et après avoir pivoté plusieurs fois, ça s'est terminé en solution pour les organisateurs d'événements culturels pour poser son événement et nous le diffuser dans tous les canaux de communication numérique. Voilà. C'était une porte d'entrée. Et puis, moi, je suis devenu maire. Et ce qui m'a amené beaucoup aussi dans ce parcours plus entrepreneurial, c'est qu'il a fallu faire survivre la boîte. Donc, la notion économique, elle est toujours importante. En tant que directeur d'école de musique, je l'avais aussi énormément. Mais il a fallu aussi travailler. Et donc, on a créé avec les compétences qui étaient plutôt R&D, trouver comment créer la solution. On a également finalement créé une agence web et travailler sur la communication, ce qui a été et ce qui est encore aujourd'hui, je pense, un atout en tant que maire de connaître ces sujets-là pour travailler sur la com, pour quand on travaille avec une entreprise numérique sur les sites internet ou sur nos applications mobiles communales, on comprend un peu le vocabulaire, même si c'est quelque chose qui évolue très vite, mais ayant travaillé là-dedans, ça ne m'est pas inutile. Voilà. Et c'est une compétence qui est rare, je ne sais pas si le mot est rare, mais en tout cas qui est assez rare en tout cas vis-à-vis des élus. Déjà d'avoir cette expérience, d'avoir monté une boîte, je pense que toi et moi, on sait à quel point ça peut être difficile, où il y a des moments douloureux et la gestion de la boîte, je pense que ça apporte des choses, ça crée quelque chose en tout cas dans les personnes qui le font, qui sont extrêmement utiles dans la gestion ensuite
d'une collectivité. Oui, dans la gestion de son propre stress déjà, c'était une bonne chose. Il y a énormément de similitudes entre l'entrepreneuriat et la gestion d'une commune. Sur l'aspect gestion, je ne parle pas sur l'aspect politique et démocratique, mais sur l'aspect gestion, la commune est un projet entrepreneurial. Entreprendre, c'est pas forcément monter une société, c'est entreprendre une action. Faire des choses. Et en ce sens-là, une municipalité est un projet entrepreneurial collectif en plus. Donc ça c'est très intéressant. Je dis souvent que par rapport à un projet entrepreneurial, au moins, il y a d'autres contraintes et d'autres difficultés quand on gère une mairie, mais au moins, on connaît ses ressources annuelles, on ne court pas après un chiffre d'affaires, on peut, d'ailleurs on en parlera peut-être, aller chercher plus de recettes, ou plus de sources de financement pour porter des investissements, mais au moins, on commence l'année en sachant combien va nous ramener la fiscalité, combien va nous donner l'État, et donc on a une enveloppe. T'as un petit peu de stabilité, un peu moins d'incertitude en tout cas, que tu peux avoir sur cet aspect-là en tout cas. Ah oui, totalement. Et donc toi, tu avais ce parcours entrepreneurial, et puis donc t'es pas passé par élu, adjoint, etc. Boum, maire. Oui. Tu as été direct. C'est peut-être lié au parcours entrepreneurial d'ailleurs. C'est à partir du moment où donc, les élections étaient en 2020, à partir du moment où j'ai décidé d'essayer de devenir maire, j'étais parti pour jouer la gagne. Je me dis, si j'y vais, donc j'ai mis en place une stratégie. C'est une petite commune, on se connaît. C'est la rumeur, est-ce que ça prend, est-ce qu'il y a une vraie satisfaction, est-ce que l'insatisfaction que j'avais de l'équipe existante était partagée, ou pas, est-ce que le projet que j'avais envie de mener avait une adhésion. Puis j'ai monté un projet, là aussi, en disant, j'ai créé une association, pendant 2 ans, j'ai fait de la concertation sur une échelle de 3000 habitants. D'ailleurs, on n'était pas encore 3000 à cette époque-là. Et une fois par mois, je réunissais dans une salle des gens qui voulaient réfléchir avec moi. Et puis, c'était aussi identifier les personnes pour venir porter le projet, parce que un scrutin municipal, c'est une liste, c'est pas tout seul. Il faut être 23. Donc, il fallait identifier les personnes avec qui porter ça. Et c'est un chouette projet. Entrepreneurial, de façon entrepreneuriale et humainement, c'était un chouette projet. C'est d'ailleurs, moi, je me suis inscrit maintenant dans une action politique, plus nationale, partisane, en adhérant à un parti avec des valeurs. Mais ça vient de ça. Ça vient du terrain, de vivre cette aventure collective en se disant, tiens, tout ce qu'on réfléchit pour la commune, et puis quand on devient maire, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent d'ailleurs que de la commune, et que un des boulots de maire, c'est d'être un peu le VRP de sa commune, de la représenter, de défendre les intérêts d'un territoire et les spécificités d'une orientation législative, comment ça pourrait s'appliquer bien ou mal sur les petites communes que nous, on peut représenter. Ça m'a amené à vouloir faire de la politique parce que c'est un projet entrepreneurial, finalement. Et je trouve que ton engagement politique, il est hyper sain. J'espère. Non, mais le parcours, en tout cas, tu vois, tu pas dit, je suis élu depuis 20 ans, et puis bon, c'est la suite logique, j'ai des responsabilités nationales, etc. Là, on sent que t'as voulu être maire pour des raisons très concrète d'avoir un projet pour la ville, de la faire évoluer, parce que c'est ta ville de cœur, enfin c'est ta ville de naissance d'ailleurs C'est ma ville de naissance. Voilà. Et ensuite tu vois comment ça fonctionne, et quand tu vois comment ça fonctionne, tu as envie d'avoir un impact sur autre chose. Et je trouve que le cheminement, il est très entrepreneurial. On monte les marches, on découvre des trucs, on comprend et on avance, quoi. Donc je trouve que c'est assez rafraîchissant. Oui, en tout cas, je le vis idéologiquement assez sereinement. Voilà. Je ne me sens pas impulsé par quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la réaction des gens autour, parce que quand on a un engagement politique, partisan, tout de suite, il y a, moi, ce que j'appelle beaucoup radio-village, ça parle. Et puis sur les territoires ruraux ou semi-ruraux, Sainte-Hélène, on est très proche de Bordeaux, donc c'est pas la ruralité au milieu de rien, même si la ruralité, c'est pas au milieu de rien nécessairement, mais on n'est pas isolé. Mes habitants, ils travaillent sur la métropole bordelaise, on n'est pas loin de tout. Vous êtes à quoi ? C'est 40 km de Bordeaux ? Un peu moins même. Et puis on est très très bien placé parce qu'on est à la même distance du littoral, d'une station balnéaire très connue qui est limitrophe de la commune de Sainte-Hélène, qui est Lacanau. Donc on est bien placé. Le territoire, par nature, est accueillant et il fait bon vivre. Et alors, de suite, dès que j'ai pris un engagement politique, ça a été de toute façon, tu vas quitter la commune, tu veux être député, tu veux être... Et en fait, l'engagement ne tient que si l'ancrage local, il est sincère. Il est sincère. Et donc, il y a rien... Peut-être qu'un jour,
Et il ne faut pas extrapoler, on sait pas de... Peut-être qu'un jour, l'engagement national vraiment m'intéressera, mais aujourd'hui, je n'irai nulle part qui m'éloignera de ma commune. Bien sûr. Ouais, non, mais Ça serait un non-sens par rapport à ce pourquoi je me suis engagé. Je suis d'accord. Mais ça serait une déception aussi pour les gens qui t'ont suivi, de dire, en fait, c'était le marchepied pour autre chose. Quoi, exactement. c'est pas ça du exactement. tout. Si l'ambition doit naître en moi, ça sera un chemin et un parcours, et peut-être à un moment donné, le sentiment d'avoir fait ce que j'avais à faire sur la commune et de la rendre en sécurité, mais je suis à 1000 lieues de ça. Clair. Une commune, ça se bouge lentement. Oui, bien sûr. Alors justement, tiens, très bonne le lien pour la suite. Donc nous, ce qu'on essaie de voir, c'est innovation. Comment l'innovation, elle chemine dans une collectivité de toutes les tailles. Donc là, aujourd'hui, on parle d'une collectivité de 3000 habitants. Comment l'innovation, elle naît à Sainte-Hélène? Est-ce que ça vient des habitants? Est-ce que c'est des références d'autres villes que tu vois à côté en disant, c'est pas mal? Est-ce que c'est des entreprises privées qui viennent te voir, qui te sollicitent en disant, ah, tiens, regarde, on a ceci, on a cela, est-ce que ça vous intéresserait ça? Comment on arrive à dire, ah tiens, ce projet-là, il a le mérite d'être réfléchi? C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Alors moi, je l'analyse et je le vis avec le spectre du passé que j'ai eu, et donc d'avoir un peu cette culture. Et je pense que j'y reviendrai parce que c'est une notion hyper importante, la culture, la culture de l'innovation sur tous les domaines. Mais elle vient du problème. En fait, l'innovation, elle vient du besoin de répondre à quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc ça vient de la population qui amène les problèmes, qui parfois amène les solutions, mais assez régulièrement, ils amènent les solutions, les habitants amènent les solutions sans avoir une connaissance fine du problème. Donc, c'est pas nécessairement la bonne solution. Moi, souvent, je dis aux gens, attendez, on va d'abord bien analyser le problème avant de trouver une solution. La solution simple. On va taper à côté. Voilà, et les choses sont, et ça fait souvent mal de le dire, mais je pense qu'il faut le dire, y compris sur plein d'autres sujets autres que communaux, les choses sont souvent complexes et interconnectées. Donc, ça vient de ce qu'on veut résoudre. Ça vient aussi maintenant, tu sais, une commune, surtout quand elle est petite et qu'il n'y a pas une forte ingénierie dans la commune, parce qu'il n'y a pas la capacité financière à l'avoir, on délègue beaucoup. Il y a beaucoup de délégations de services publics, enfin beaucoup, on le fait nous sur des sujets qui sont déterminants, comme la gestion de l'eau, de l'assainissement. C'est des choses qui ne se voient pas. C'est pas des nouveaux bâtiments, mais quand ça marche plus, ça se voit par contre. Là, ça se voit. Donc sûr. Quand ça a été mal entretenu, ça se voit. Et quand il y a des problématiques nouvelles, notamment avec le dérèglement climatique, aujourd'hui on prend des précipitations annuelles en 3 semaines, ce qui sature le réseau, il faut trouver des nouvelles solutions. Donc c'est un peu ça, c'est la recherche de solutions et de solutions nouvelles. Souvent, on a quand même cette réaction, et on le voit avec les agents de la ville, les habitants, les élus. Oui, mais on a toujours fait comme ça, donc continuons de faire comme ça, et puis advienne que pourra. Et peut-être que ce sont juste des curseurs à ajuster. Et je pense aussi, pour finir de répondre à la question, donc c'est tout ça, et je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais ça dépend aussi du profil des personnes qui sont là. Moi, j'ai cette culture de l'innovation, de toujours vouloir aller chercher, et donc je m'interroge. Je pense que c'est s'autoriser à s'interroger, et on essaye de le faire entre élus, à se poser les bonnes questions, et à dire les solutions nouvelles ne sont pas forcément mauvaises, même si elles ne sont pas éprouvées. Les solutions éprouvées ne sont plus nécessairement adaptées bonnes à aujourd'hui. Situation. Donc posons-nous les questions. Et donc il y a tout ça, et puis il y a les délégataires, parce que je n'ai pas fini de te parler de ça, mais les délégataires qui essayent eux aussi d'analyser les problèmes. En plus, ils sont délégataires sur plusieurs communes, donc ils amènent des solutions. Et on voit, peut-être que tu m'interrogeras sur ça tout à l'heure, on voit de plus en plus aussi de boîtes un peu conséquentes comme Suez, Veolia, qui travaillent avec des startups pour essayer de répondre à des problématiques ou d'amener une valeur ajoutée dont on a besoin. Différente. Et toi, justement, est-ce que tu as réussi à infuser dans la collectivité un état d'esprit peut-être un peu plus entrepreneurial vis-à-vis de tes collègues élus, des services, etc. Je veux dire, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait un travail comme celui-là ou c'est très immatériel, mais comment... Oui, alors d'une part, je l'espère. Je m'y attache en tout cas. Pour moi, c'est un sujet important d'être dans une réflexion aussi de cet ordre-là et pas que technico-pratique et de voir un peu plus loin, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut analyser les choses. Et avec les élus, oui. Parce que, bon, on a travaillé ensemble depuis 4 ans, ils ont bien vu comment j'étais, et puis comment ça pouvait marcher sur certains sujets aussi. Et que amener des propositions, parce que c'est aussi ça le travail collectif, c'est pas le maire qui décide de tout, c'est les élus et les techniciens qui amènent des propositions.
ils le font pas maintenant nécessairement pour me faire plaisir ou satisfaire une exigence, mais parce que je pense que a été intégré par ceux qui ne l'avaient pas, certains l'avaient spontanément cette vision-là, que ça a porté ses fruits. Et ça pouvait porter ses fruits sur certains sujets. Après, il faut faire preuve de concept et faire preuve de solution. Sur les habitants, c'est un peu différent. Parce que, par nature, une ville n'est pas une structure innovante dans l'inconscient collectif. Voilà. Donc, c'est plutôt comment on fait... je vais prendre un exemple qui me semble quelque part un petit peu innovant. Et pas du tout technologique. 3000 habitants, un petit scandale. Il n'y a pas de bar. Il n'y a pas de lieu de vie. C'est un scandale. C'est un scandale, d'accord. J'ai 45 ans, je suis maire de la commune dans laquelle je suis né, on l'a dit tout à l'heure. J'ai fait la fermeture du bar qui existait, j'avais 19 ans. Ça fait 26 ans qu'il n'y a plus de bar. Et le local est insalubre, il va être rasé dans l'aménagement du territoire, etc. Et nous n'avons pas de locaux. Donc, on parlait tout à l'heure de comment l'innovation vient, c'est-à-dire il faut créer un bar, tout en sachant que dans le futur, nous travaillons en termes d'aménagement du territoire sur nos documents d'urbanisme pour restructurer tout un cœur de ville, recréer des bâtiments qui ne sortiront pas avant 4-5 ans, qui sont conditionnés à ce qu'on reste en fonction, puisque c'est un projet politique, qui sont incertains dans leur relation, dans leur durée. Donc, est-ce que... On sait que les gens veulent un bar, on le sent sur les parce que quand on fait nos petites concertations, on voit bien que les gens veulent un lieu de vie plus qu'un bar. Oui, c'est ça, c'est pas le bar en lui-même. Oui, c'est le lieu social, de rencontre, de vie, exactement, le lieu de lien social. Et donc, on aurait pu se dire, on travaille le cœur de ville et ce truc, il arrivera quand il arrivera. Et là où je pense qu'on a été innovant, c'est de dire, il faut qu'on trouve des solutions pour que ça vienne maintenant. Quelles sont-elles ? Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme, là, pour apporter une réponse. Il faut qu'ils viennent de suite. Et pourtant, on parle d'un bâtiment. Et donc, il faut qu'ils viennent de suite dans un contexte où les finances de la ville doivent être protégées, où c'est un projet privé, ou qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on a creusé, on n'a pas réinventé la poudre, on a mis des solutions mais la réflexion a été innovante par rapport à ce qui se faisait sur la commune. Vous aviez l'esprit ouvert, c'est ça. Et donc, on a délimité une petite parcelle sur le domaine public, on a lancé un appel à projet d'occupation du domaine public où on a amené l'eau, l'électricité, et on a fait un cahier des charges en disant on veut un bâtiment pas éphémère, mais démontable à moyen terme pour le remplacer par un... Et puis, on accompagne par contre le porteur ou les porteurs de projets pour intégrer, si ça fonctionne, et on va tout faire pour que ça fonctionne, un bâtiment dont on ne connaît pas encore la qualité, et ça a fonctionné. Et on a ramené un bar à Sainte-Hélène. Et tout le monde est content. C'est un très bon exemple, pour le coup. J'espère. Non, mais parce que quand on dit innovation, c'est innovation aussi dans l'état d'esprit de la façon de faire les choses. Ça. Parce qu'effectivement, on a vu beaucoup des projets dire on va faire ceci dans 5-6 ans. C'est très dur, je pense, pour un habitant de se projeter en se disant oui, mais dans 5-6 ans, on est à Montreuil aujourd'hui, tu as la porte de Montreuil, ça fait 25 ans, je pense, que le rond-point il doit être refait là, pour faire un truc plus sympa. On voit juste qu'il se passe rien, tu vois. Et je veux dire, en fait, après, ça alimente aussi la frustration de se dire, genre... Tout ça crée un climat de défiance démocratique qu'on sent au niveau national. Parce que et c'est normal. Et il ne faut pas s'en plaindre quand on est élu, mais les habitants ne mesurent absolument pas les difficultés administratives, les difficultés... eux, ce qui compte, c'est le résultat. Je prendrai peut-être un autre exemple tout à l'heure. Mais... pardon de le dire un peu trivialement, mais qu'on en chie pour sortir les projets, ça les regarde pas. Et c'est pas du tout anormal. Et ils ont raison. Je veux dire, c'est nous, on est pas leur problème, quoi. On arrivait un peu... on arrive, les élus locaux, en tout cas les candidats, avec une promesse. Donc, charge à nous de la tenir. Ou d'expliquer si on ne peut pas la tenir et pour quelle raison. Ça, c'est encore autre chose. Et la communication, je pense qu'il faut être... je pense qu'il faut être innovant en communication. Je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet de travailler sur de la proximité, sur des outils de communication. C'est vraiment très, très important. Et quand ça va et quand ça va pas. Toujours. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que la communication, quand ça va, elle est facile, quoi. Mais d'expliquer pourquoi on n'a pas pu faire ça avec des raisons bien concrètes, etc., c'est très rare. De voir, pas ma culpa, je parle même pas mais de dire juste, en fait on a essayé, on a fait ça, on n'a pas réussi pour telle raison, et en réalité on n'entend pas ce genre de... Et je pense que ça serait rafraîchissant, tu vois, pour un habitant de dire, ok, je comprends, il a essayé, il a donné tout ce qu'il pouvait, mais je comprends, effectivement ça a l'air compliqué. Pourquoi dans les délais ça sort pas, pourquoi... Il peut avoir 1000 raisons. Quelles sont les barrières, parce qu'administrativement c'est assez complexe. Plus que complexe, c'est un peu lourd. Un peu lourd, les délais sont très longs. Moi, c'est quelque chose qui était très frustrant quand je suis arrivé au départ. Quand on est entrepreneur, déjà, on a l'habitude un peu, ce qui n'est pas nécessairement une bonne habitude, mais de pouvoir décider seul.
et de pouvoir aller très vite. Ouais. Parce que la démocratie, ça commence à 2. Mmh. Certains disent que c'est déjà un de trop, mais, alors ça oblige à concerter, ça oblige à convaincre, mais ça va pas forcément vite. Et s'ajoute à ça des délais administratifs de strates, enfin on parle beaucoup du millefeuille, c'est une réalité. C'est vraiment ça? Oui, il y a ça. Je veux dire, quand tu fais un projet, par exemple, c'est les délais d'instruction des services de l'État. Alors, c'est quoi exactement Comment tu identifies ce délai? Il y a plusieurs choses. Avant de parler du millefeuille, il faut parler aussi des organisations internes. Ouais. Il faut réunir les gens qui vont travailler sur le projet. Un projet, c'est quoi? Si on veut être un peu efficace, à moins de partir tête basse, mais si on veut se sécuriser un peu, c'est un terme que j'utilise beaucoup, sécuriser la démarche. On l'a dit tout à l'heure, sur les problèmes, un projet, c'est d'abord une bonne définition du besoin. Donc, un bon cahier des charges, quelque part. Et donc là, pour faire le cahier des charges, il y a peut-être besoin de concerter les acteurs qui vont utiliser l'infrastructure et donc rédiger un bon cahier des charges. Et parfois, on n'a pas la compétence en interne pour rédiger le bon cahier des charges, donc il faut recruter quelqu'un. Donc il y a tout un process de recrutement, le cahier des charges d'un délégataire ou d'un partenaire. Donc il faut publier, il faut qu'on soit dans la concurrence. Donc il y a des tempos en fait, et ça c'est pas normal, ça c'est pas le millefeuille. On publie, on laisse. Ça c'est le temps du projet. Enfin, c'est normal de se poser, de réfléchir, de faire les choses bien. Je prends un exemple, ça va peut-être être un peu plus parlant. On veut faire un nouveau site internet. Moi j'avais un site internet, on l'a fait, ça y est. On est arrivé, Sainte-Hélène avait un site internet 1997. Voilà. Donc il a fallu rafraîchir tout ça, exactement. Et puis pas en règle en termes d'accessibilité. Et donc il se trouve que moi, comme j'ai cette compétence, j'ai fait le cahier des charges, mais imaginons qu'on ne l'ait pas, une commune qui n'a pas la compétence, il va falloir qu'elle trouve un partenaire pour l'aider à définir le besoin. Pareil, sur un énorme projet de piscine, par exemple. On a une piscine intercommunale à faire, il faut définir. Et donc, il faut déjà rédiger un premier document pour recruter la personne. Donc, on rédige le document, on le met sur des plateformes pour que les entreprises qui peuvent nous conseiller le consulte, parce qu'il faut qu'on montre qu'on n'a pas embauché le cousin et qu'il y a de la concurrence. Donc là, ça veut dire que l'annonce, elle vit entre 4 et 8 semaines. Ensuite, c'est des candidats, il faut les rencontrer, il faut les sélectionner, il faut mettre des réunions. Donc déjà, avant d'enclencher un projet, moi maintenant, dans la commune, j'essaye de travailler pour N+2. On réfléchit au projet qu'on veut faire dans 2 ans. Pour ce délai, on n'y arrive pas, mais c'est l'ambition. C'est l'ambition. Et puis après, il y a les marchés publics, c'est long. Et c'est encore plus lent quand on a besoin d'autorisation de personnes extérieures. On peut les avoir à 2 niveaux. On a besoin de l'État pour les autorisations d'urbanisme, d'aménagement. Ou les DREAL, ou des choses comme ça. Exactement. Sur certains projets, on a besoin d'autorisation qu'on ne peut pas se délivrer à nous-mêmes. Voilà. On peut sur certains projets, mais sur d'autres, on ne peut pas. Et puis, quand on veut verrouiller financièrement les projets, on a besoin de soutien, d'accompagnement financier. Et là, on est conditionné à des enveloppes. Et c'est normal, des enveloppes qui sont départementales, régionales, qui peuvent être actionnées. Donc, on va les chercher. Mais dont les commissions qui les attribuent se réunissent qu'à certains délais. Donc, si tu n'es pas dans le délai, ton projet il n'est pas mature, tu prends 3 mois, voire 6, 8. Et donc, un projet, c'est vrai qu'il faut 3-4 ans pour le sortir. Ou alors, faut être, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il faut être un peu infatigable aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. C'est-à-dire t'attends que ça se passe. Un projet, pour qu'il sorte, il est dépendant de la volonté politique. On ne peut pas attendre que les autorisations arrivent, il faut pousser. Et relancer. Je peux te prendre un autre exemple où peut-être on a été aussi innovant dans l'état d'esprit. 2020, plein Covid, quand on arrive, mandat assez formateur. Covid, 3000 habitants, un médecin, quelques paramédicaux. Il y en avait 2, mais une qui, pendant le Covid, a totalement arrêté. Elle n'était pas loin de la retraite, elle a arrêté. Un petit peu panique locale, parce que c'est normal, c'est un médecin pour 1000, c'est ça. Et les déserts médicaux, on connaît un petit peu le climat d'inquiétude qu'il y a autour de ça. Et donc, on se dit, on va peut-être essayer de faire quelque chose. Et donc, on a commencé à regarder si on pouvait, nous, salarier un médecin, ce qui est tout à fait possible. On ne l'a pas fait. Et on a plutôt dit on va créer une infrastructure. Ils sont tous dans des locaux inadaptés, un peu vétustes. On va créer un espace maison de médicale, santé, maison médicale. Et donc on a travaillé avec le médecin qui est resté là, on l'a un peu embarqué avec nous. Il dit trouve-nous d'autres médecins qui vont venir. Il y a un projet collectif. Et le projet, on l'imagine sur une parcelle, et puis on voit que finalement,
des gens viennent et qu'ils ne seront pas 4-5, mais ils seront plutôt 15, et que c'est trop petit, que le stationnement, ça ne va pas. On a une vieille parcelle qui est polluée, et qui est, moi, depuis que je suis gosse, elle est vide. Donc il faut la dépolluer, il faut faire l'analyse des sols. Très long, parce qu'on rentre dans le démarche, et il faut faire l'analyse des sols, mais on y va. Et des fois, il faut être un peu audacieux aussi dans l'innovation. Enfin, dans l'innovation, il faut se dire, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Voilà. Et il n'y a pas de barrière insurmontable, il y a des étapes plus ou moins difficiles, et on doit les contourner, les éviter. Que tu arrives à paralléliser un peu. Je veux dire, quand tu dis l'audace, c'est ça, c'est de dire, bon allez, on pense qu'on va réussir à le faire. Je sais pas, le terrain, par exemple, on va réussir à le dépolluer. Est-ce qu'en même temps, on commence à faire des études, des architectes, etc., ne sachant pas encore la réponse exacte de comment on va faire, ou ça, c'est un risque, par exemple, qui est quand même un peu trop... Alors, faut mesurer le risque qui se mesure quand on est maire. Je pense que la principale responsabilité de l'élu local, c'est protéger juridiquement et financièrement sa collectivité. Ça, c'est le premier point. Donc, il ne faut pas engager des dépenses... non maîtrisé. Ça, c'est le premier sujet. Mais oui, je pense qu'il faut s'autoriser aussi à apprendre à voler en sautant, quoi. Et on y va. Il y a trop de projets qui sortent pas. Et donc, oui, il a fallu s'adapter chaque fois. Et comment on va résoudre ce problème, comment on va résoudre ce problème. Mais si on attend d'avoir une liste de problèmes déjà résolus avant de lancer le projet n'existera jamais. Donc il y a beaucoup d'état d'esprit dans tout ce que tu dis. Oui, je pense que c'est insuffler un état d'esprit d'audace, de se lancer, d'y croire, de persévérer. Enfin, c'est ça en fait. Il faut une forme de conviction. Et une conviction dans l'échec aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à dire, si on se trompe, on doit se tromper avec conviction. C'est ça qui compte. Et après, se relever et refaire avec autant de conviction. Pas s'abattre, pas être rabattu sur un échec. Le succès, c'est une multitude d'erreurs et d'échecs. Le projet d'espace de santé, donc là, on sort un espace de santé à l'échelle communale. Il y a 3 médecins, une pédiatre. Enfin, c'est énorme pour la commune. 22 professionnels, un bâtiment... de 1300 mètres carrés pour une commune de 3000 habitants, c'est important. Rien n'a été facile. Rien n'a été facile. Il y a une cacahuète tous les jours. Là, on dépollue le site. En faisant la dépollution, on trouve une canalisation qui est nulle part. On se dit, il faut la dépolluer. Donc, retruc administratif. Quand on la sort, on dit, elle est en amiante. Alors, retruc administratif, il faut désamianter. Et comment les gens en fait, parce qu'elle sert quand même, alors qu'elle était sur aucun plan, comment les gens, on trouve des solutions. En fait, c'est se dire qu'il y a un objectif. Et le reste, c'est juste un travail pour trouver des solutions régulièrement. Sur tous les cailloux qui vont tomber dans tes chaussures sur le chemin, et pas s'arrêter. Et en plus, tous les problèmes auxquels on est confronté sont une source d'apprentissage pour ne plus les rencontrer ou les vivre différemment après. Bien sûr, et au-delà de ça, et là on revient sur l'innovation, pour peut-être se dire de quoi je vais me doter pour anticiper les choses. Parce que c'est aussi ça, c'est comment on anticipe les problèmes, de quoi je vais me doter pour... que la prochaine fois, les quelques trucs qu'on a vus là, ça on aurait pu l'éviter, ça on aurait pu l'éviter. Et parfois j'arrive avec des projets en disant à mes élus, tiens, moi j'ai vu ça, ça me semble intéressant parce que je fouille. C'est vrai que je fouille un petit peu, et puis j'essaye d'être dans beaucoup de réseaux. Parce que l'échange d'expérience, souvent, ce qu'on vit, mais même presque tout le temps, ça a été vécu ailleurs, donc il faut voir comment c'est. On n'a pas besoin de tout réinventer. Et donc j'arrive parfois avec des idées, et parfois mes élus me disent, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Je dis, mais regardez, là on a eu tel problème, si on avait eu ça, peut-être qu'on l'aurait vécu, anticipé différemment, et peut-être qu'on ne l'aurait même pas rencontré, parce qu'on l'aurait vu différemment. Je pense beaucoup à la circulation routière, par exemple, même sur une petite commune. Nous, c'est une commune carrefour, c'est 2 départementales qui vont... Dans tout le territoire qui se croise à Sainte-Hélène, qui est une ville carrefour, c'est sa richesse, c'est une de ses richesses. Et tout un bourg à réaménager, c'est en friche, ça manque d'identité, il y a un travail passionnant à réaliser. Et donc, analyser les flux de véhicules, piétons, le stationnement devant les commerces, pour pouvoir bien aménager son territoire. Et pas le faire au doigt mouillé. Mais l'intuition, c'est bien, c'est important. C'est important. Le chiffre, c'est important aussi. Le chiffre de mesurer pragmatiquement de quoi on parle et de pouvoir... extrapoler un peu avec la croissance démographique qu'on va avoir, ce que ça va devenir. C'est ça le boulot des élus, c'est préparer l'avenir. Donc la suite, c'est qu'une fois qu'on a identifié une innovation, comment vous la financez? Donc le grand sujet, alors forcément, en plus, en ce moment, c'est les discussions du budget qui va être assez agressif, qui pour l'instant est assez agressif pour les collectivités. C'est quoi les sources de financement pour une collectivité de 3000 habitants et c'est quoi le panel d'outils de financement auquel toi tu as accès et qui te permet de pouvoir faire des choses qui sortent un petit peu du
du circuit classique de tout ce qu'il y a à dépenser dans une collectivité pour la faire tourner. Alors, déjà, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que la première source de financement de sa commune, ce sont ses propres fonds et son mode de gestion. Et qu'elle doit bien se gérer pour essayer de développer une capacité à investir. Et la commune de Sainte-Hélène, que j'ai la chance d'avoir en gestion, elle a quelques atouts financiers. Pour une commune de 3000 habitants, c'est une grosse commune forestière. Le plus gros propriétaire forestier de la commune, c'est la commune. Il y a un modèle économique, c'est de la culture de pin. Qui est exploité. D'accord. Et ce bois est vendu tous les 40 ans, et nous, on a beaucoup de parcelles. Donc, ça tourne, et ça fait des revenus assez une rotation, réguliers. il y a un plan de gestion validé avec les services de l'État. Et donc, ça amène une recette financière qui abonde les finances de la ville. Les recettes de la ville, sinon, c'est assez facile, c'est la fiscalité, très faible. C'est un vrai sujet. On est en période de congrès des maires. C'est un vrai sujet, l'autonomie fiscale et l'autonomie financière des communes. C'est important, mais je pense que c'est pas le débat. Mais c'est les sources de recettes. Donc, on doit aussi travailler. Si on regarde les sources de recettes, c'est les impôts, majoritairement, les dotations de l'État qui sont là pour compenser le fait qu'on fait des services publics, l'état civil, tout ça. Et puis, l'annexe. Nous, l'annexe, il y a la forêt, il y a les quelques loyers parce qu'on a des bâtiments, enfin voilà, tout ça. Et donc, la gestion, c'est optimiser tout ça. Ça peut être une augmentation de la fiscalité, c'est jamais le truc très populaire, jamais le truc nécessaire. Et moi, j'ai la chance d'avoir une commune dont la stratégie financière, c'est l'augmentation de la population et pas de la fiscalité. C'est du volume. Donc, c'est le volume qui fait... exactement. C'est pas une chance. Plus d'impôts, c'est plus de gens qui payent l'impôt. Bien sûr, voilà. Et puis, travailler sur les recettes. Mais on est censé avoir... D'ailleurs, on a une obligation, contrairement à l'État, d'avoir un budget à l'équilibre. Et donc, à minima, même si on serait sous tutelle si on faisait ça, autant de dépenses que de recettes. Donc, on doit avoir une capacité à épargner et donc à investir tous les ans. Ça, c'est le premier point. Parce qu'il y a des innovations qui sont du fonctionnement. C'est le quotidien. Une commune, ça a deux budgets. Un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Et quand on décide de faire une application mobile, nous, on a fait une application mobile à Sainte-Hélène, on ne peut pas dire que faire une application mobile est une innovation. À l'échelle du territoire, c'est une grande nouveauté. C'est une nouveauté, en tout cas. C'est une grande nouveauté, avec quelques outils, pour moi, qui étaient super importants. La notification, pour dire aux gens ce qui se passe à l'animation de la ville, ou même l'alerte sécuritaire s'il y a besoin. On a été victime d'incendie, on sait de quoi on parle. Et aussi, quelque chose qui est très très intéressant, c'est dans l'application mobile, le signalement. C'est-à-dire, je me balade dans la rue, il y a un lampadaire qui ne marche pas, il y a un trou, etc. Je peux faire une photo, boum, ça va au service technique et c'est déclaré. Bon, mais ça, c'est du budget qui est issu de la gestion, parce qu'on paye tous les mois. Et puis, il y a le budget d'investissement. Et le budget d'investissement, c'est la capacité à sortir un stade. Par exemple, nous, on sort un nouveau stade, et donc avoir soit de l'argent de côté depuis des années. Ça, c'est quand même pas l'idéal, parce que l'argent qu'on a de côté, il se dévalorise. Et puis les gens ne payent pas des impôts pour qu'on fasse rien avec leur argent. Ça, c'est important. Et l'emprunt, on peut emprunter. Et type Banque des Territoires, avec des emprunts... N'importe quelle banque. N'importe quelle banque. Et on a le droit d'emprunter, on a le droit de s'endetter au-delà de nos capacités, et c'est normal. Donc il y a toute une stratégie financière. Et puis après, et je pense que c'est de ça dont tu parles, il y a tous les partenaires qui peuvent nous aider. Le département, la région, l'État, qui inscrivent ça plutôt dans des appels à projets. Parce que c'est une démarche que je comprends, qui peut être débattue et améliorée, mais c'est une démarche d'incitation. On va inciter à vous... Sur tel ou tel sujet. Si vous travaillez sur la transition écologique, par exemple, ou... Alors ça ne veut pas dire qu'il faut travailler sur la transition écologique en tant que telle, mais si vous faites un stade qui amène une certaine forme de référentiel vertueux dans ce qu'il met en place, vous pouvez actionner certains leviers de financement. Donc ça permet d'abonder parfois jusqu'à 40-50% du projet. La vraie difficulté sur ça, et ça c'est assez innovant, parce que quand on nous demande d'être dans des phases de transition écologique, c'est indiscutable, il faut le faire. On n'en a pas forcément les moyens, on a besoin de porter de gros investissements. S'il faut refaire une école ou un bâtiment, c'est compliqué pour une commune. Sainte-Hélène, elle dégage une épargne brute, ce qui nous permet d'investir tous les ans entre 300 et 500 000 euros, grosso modo. C'est beaucoup pour une ville de 3000 habitants. Oui, c'est beaucoup. C'est bien. C'est bien. Mais un projet coûte vite 1 million. Ah oui, c'est ça, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Et puis piocher dans les réserves comme ça. Il faut jusqu'à un certain seuil. C'est comme une boîte. Bien sûr. Il faut une trésorerie qui nous permette d'assumer une catastrophe. Voilà, 6 mois à peu près. Quand on a 3 ans d'avance, c'est anormal. Voilà. Et donc cette capacité à investir ne suffit pas. Pour investir sur des projets, des gros projets structurants, elle suffit pour quelques projets. Mais si on a des gros projets, c'est pas facile. Donc, quand on nous incite à nous inscrire dans certaines démarches pour rendre les projets vertueux, c'est très bien. La difficulté, c'est que y a un énorme projet
vraiment énorme, qu'on oublie, dont je n'avais pas la mesure en devenant maire, c'est le quotidien. Ouais. C'est la gestion quotidienne de sa mairie. C'est on paye tous, et dans quelques années, ceux qui viendront après moi paieront mes lacunes que je ne vois pas aujourd'hui, que verront et c'est pas Sainte-Hélène n'est pas une exception. Les bâtiments qui n'ont pas été remis à jour, l'isolation mal faite. Il y a des choix à faire, c'est ça aussi. Et puis moi, j'appelle ça la merdologie du quotidien aussi. Chaque jour, tu as une nouveauté, tu as un problème, tu as un quartier qui se plaint, d'administrer. Ça, c'est l'innovation, ça. Et donc là, tu as besoin d'une réponse opérationnelle rapide. Et petite commune dit petite masse salariale, petit service, et donc grosse fosse de service. Enfin, la majorité de la masse salariale est mise sur de l'opérationnel très très pratico-pratique. Combien d'agents J'ai 36 agents. 36 agents. Ouais. Mais alors, quelle typologie d'agents j'ai des gens de très grande qualité, mais qui ne sont pas dans de l'ingénierie, qui ne sont pas dans la structuration de projets, qui vont entretenir les espaces verts, réparer les trucs des bâtiments, le quotidien, faire le ménage, le quotidien, voilà, gérer la compta, les fonctions support, c'est très important. Et puis j'ai une directrice, alors ça pourrait être un directeur, mais chez moi c'est une directrice, qui est un pilier, c'est la fonction clé dans une mairie, directrice générale des services, qui a une fonction managériale de gérer tout ce petit monde, qui prend aussi donc 80% de son temps, c'est de la gestion, parce qu'on lui ramène les problèmes, voilà. Et qui a pour mission, avec des maires un peu poussifs, comme moi, de structurer les projets, de nous aider à faire tous les dossiers de financement qui sont parfois très longs, et c'est là que c'est compliqué. Ouais. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser, ça a peut-être changé avec le projet de loi de finances, parce qu'il va bien falloir participer à l'effort collectif, mais il y a de l'argent. Et l'argent à aller chercher, c'est son accessibilité qui est compliquée. Et donc, il est souvent pris par ceux qui ont les moyens d'aller le chercher. Et il y a une forme d'inéquité de territoire. Claire. Parce que ce n'est pas nécessairement eux qui en ont le plus besoin. Ils en ont besoin, évidemment. Mais c'est des pros de la récupération de la demande de subvention, de la création de dossiers. Et nous, on n'est pas les pires, 3000 habitants, on est au milieu du gué. Ça revient souvent, ça, de dire on sait qu'il y a ces financements, mais faire le dossier, c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et effectivement, si j'ai à choisir entre régler un problème là du quotidien et aller passer du temps sur un dossier, en fait, je suis obligé de régler ce problème. Et je n'ai pas la capacité d'embaucher quelqu'un de supplémentaire pour faire ça. Alors, l'innovation, je pense qu'elle est dans la territorialisation du problème, dans le fait de mutualiser. Ouais. Et là, on n'y est pas encore, parce que même si on s'entend bien, moi je suis dans une communauté de communes de 10 communes, on s'entend très bien humainement, il y a quand même toujours une forme de rivalité territoriale, le marketing territorial, ça existe, l'attractivité territoriale, ça existe, et ce ne sont pas des gros mots. Et la communauté de communes, qui a parfois, ou la création des communautés de communes ou des territoires, qui sont par définition des découpages administratifs imparfaits, parce que ça ne peut pas être parfait. Moi, je suis dans une Comcom, c'est pas mon bassin de vie, mais il y a des atouts, il y a des faiblesses, et il y a de l'humain. C'est des structures relativement jeunes, ça a une vingtaine d'années, qui, le sentiment que j'en ai, j'étais pas là pour le dire, qui ont pour beaucoup été subis. Et donc, c'est un outil qu'on exerce sous la contrainte. Ouais. Et là, je pense qu'on vit une phase de transition, notamment avec des nouveaux élus qui n'ont pas vécu la création et qui arrivent à se dire... Mais là, on a un outil, optimisons l'outil. Et l'innovation, dans cet outil-là, certains l'ont fait, les grosses métropoles ont réussi à le faire, c'est la mutualisation. C'est avec cet outil-là, se donner les moyens. Embaucher quelqu'un qui, pour être pratique, embaucher quelqu'un qui va avoir la compétence et l'ingénierie d'identifier tous les dossiers de financement possibles, tous les leviers, de monter les dossiers. Et qui est partagé, du coup. Ça va peut-être, moi, me coûter 50 ou 60 000 euros. Ouais. À 10 communes, ça va coûter 6 000 euros chacun. Ouais. Et qui va pouvoir travailler. Bon. Si vous entendez bien, et que la couverture n'est pas tirée d'un côté ou de l'autre. Et puis, il y a un sujet de centralité. Bon, là, on n'est peut-être plus dans l'innovation, mais quoique, parce que c'est dans l'état d'esprit. On voit beaucoup les métropoles. Bordeaux Métropole, Nevers Agglomération, c'est autour de la ville la plus importante. Ouais. En ruralité, les écarts sont beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que moi, je suis 3000, je suis une grosse commune. J'ai des voisins, c'est 500. Alors, on parlait tout à l'heure de financement, mais moi, je vois un de mes voisins, il n'arrive pas à sortir sa mairie. Il a besoin d'un nouvel équipement public. Il n'y arrive pas parce qu'il n'arrive pas à aller chercher les financements, mais pas parce qu'il est mauvais, bien au contraire, parce qu'il n'a pas les ressources. Bon. Mais voilà, entre 500, la plus grosse, c'est 6000, il n'y a pas de grosse différence. Vous n'avez pas un point d'attractivité énorme avec de 1 à 1000 en termes d'habitants. Mais ça crée autre chose. C'est une forme de refus d'assumer une centralité. Et alors que moi, je crois qu'il faut assumer la force, la renforcer et qu'elle irrigue. Et s'appuyer dessus pour irriguer les communes qui sont un peu plus faibles
par typologie, Oui, pas par action politique. oui, c'est oui. De fait, c'est un nombre d'habitants, de taille. Exactement, de taille. Là, vous avez une forêt aussi que les autres n'ont pas. Enfin, je veux dire, Exactement. Et ça, c'est l'innovation aussi, elle peut être dans la perception de l'outil. Dire qu'est-ce que je fais de l'outil administratif, qui est une communauté de communes, qu'est-ce que je vais en faire, comment on va collectivement l'optimiser pour en faire un atout et pas qu'une contrainte. Rien n'est parfait. Alors, pour essayer de conclure, tu dirais, si on voulait essayer d'accélérer de tout ce que tu as dit, tu vois, les délais administratifs, etc., si tu devais avoir la baguette magique qui te dit je change ça, qu'est-ce que tu fais ? C'est assez simple. J'ai une vision assez précise de ça, notamment parce que au niveau national, dans mes engagements politiques, je peux travailler sur ces sujets-là avec d'autres maires qui sont aussi ruraux. Il y a le maître mot, c'est la confiance, en fait. On ne ressent pas en France une confiance dans les élus locaux, qui pourtant étaient là pendant la crise du Covid, il ne faudrait pas qu'on finisse par se transformer par des agents de l'État. Il y a les préfets pour ça. Donc la confiance, l'autonomie. Comment se traduit ce manque de confiance ? Je veux dire, comment tu ressens de dire ils me font pas confiance ? Le contrôle est la règle. D'accord. Il y a un cadre légal, et bien sûr qu'il faut que notre action s'exerce dans un cadre légal, sur l'aspect environnemental, par exemple. Un projet environnemental, un projet qui a de l'impact environnemental, et dans une commune rurale, il en a nécessairement dès qu'on parle d'un terrain, il faut financer 10 000 études pour savoir s'il n'y a pas des papillons, des grenouilles. C'est très bien. Mais alors, ça coûte très cher, ça ralentit les projets, ça contribue à la crise de défiance démocratique. Et alors on connaît nos territoires, on n'a pas envie de les saccager. Et on pourrait penser parfois qu'il y a un postulat qui est que le maire, peut-être le maire rural en plus, est un peu, pardonnez-moi l'expression, mais un bouseux, qui ne va pas trop savoir, alors qu'il a un atout que l'État n'a pas, c'est qu'il connaît sa commune et souvent il l'aime. Souvent il l'aime. C'est ce qu'on retrouve souvent dans nos discussions. Et il veut pas faire soit originaire, il veut soit pas il est faire n'importe quoi. Il veut lui faire du bien. Donc il va pas détruire son environnement. Il a sa famille ici. Et puis il subira les conséquences d'un mauvais choix. Bah oui, bien sûr. Voilà. Et donc on nous contrôle chaque étape en fait, alors qu'il faudrait partir du principe que nous on pourrait être ceux qui contrôlent en fait. Voilà. Avec des curseurs ajustés. Et donc, l'autonomie, on manque aussi, donc ça va avec, on manque d'autonomie, y compris sur l'aspect financier, mais ça c'est très législatif, c'est la décentralisation, forcément, quand on est dans élu, on pense que la décentralisation c'est très bien. Moi je suis convaincu qu'il faut qu'il y ait une forme de décentralisation plus poussée. Et la simplicité. Il faut simplifier les dossiers. Je parlais tout à l'heure avec une vision assez positive de ça, les appels à projets. Mais peut-être qu'on pourrait aussi inverser le regard et dire les projets doivent venir du territoire, et c'est à ceux qui veulent aider de regarder si le projet il peut rentrer dans quelque chose et s'il a de la valeur, et de nous accompagner à d'essayer de trouver à toi comment rentrer ce rond dans un carré. Après, il n'y a pas de solution parfaite, mais ça a des biais. On peut tordre les projets pour les faire rentrer dans quelque chose. Et c'est pas la meilleure façon de faire. Non, donc, c'est pas très simple. Autonomie, confiance, simplicité, c'est les trois items qu'il ne faut pas lâcher pour que. Et je pense où il y a une adhésion des élus globalement pour que ça aille dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que je souhaite à Sainte-Hélène pour les 10 prochaines années ? De rester dynamique. Je pense que c'est important. Une commune, il y a un terme que je déteste, c'est une commune dortoir. Ça ne veut rien dire, c'est une commune dortoir. Et les gens, c'est tellement dégradant. Les gens veulent vivre leur territoire. Et donc, rester dynamique, parce que la politique locale, c'est aussi multiplier les temps de rencontre, les événementiels, c'est important. Et de rester unis, je pense que c'est important aussi, l'intégration des nouveaux arrivants dans des projets de métropole. Chez toi, où justement la croissance démographique, elle est assez oui, forte. C'est ça. Et donc de réussir à le faire ensemble. Et puis après, pas grand-chose de plus, parce que je pense qu'on peut faire confiance à l'échelle communale, et pas qu'aux élus, aux habitants. On peut faire confiance aux habitants, ils savent ce qu'ils veulent, et ils savent faire les bons choix. Et si un élu il fait pas le job, il changera. Oui, bien sûr. Voilà. C'est le jeu, et c'est très bien. Voilà. Et dernière question, qu'est-ce que je souhaite à Lionel pour les 10 prochaines années ? De rester maire, et d'essayer de réaliser un projet qui plaise à la commune. Voilà. Parce que être maire, j'en parle avec beaucoup, et même avec des maires qui sont maires depuis longtemps, et de grosses collectivités, c'est fabuleux. C'est très, très instructif.
On apprend énormément de choses, y compris humainement. On rencontre des gens fabuleux, on vit des moments intéressants et on œuvre. On voit, voilà, quand on sort un espace de santé, quand on arrive, tu vois le résultat de ce que tu fais. On accompagne l'Intermarché à s'agrandir, Ouais. quand on rénove l'école, ou qu'on sort une aire de jeu et qu'on y passe tous les jours et qu'on dit les gamins ils se marrent. Il n'y a pas tellement plus gratifiant que ça. Ouais, je comprends. Voilà. Ouais, Donc, moi, mon souhait aujourd'hui, et si tu peux me souhaiter, c'est de pouvoir faire au mieux pour ma commune le plus longtemps possible. Ouais. Voilà. Super. En tout cas, t'en parles avec des étoiles dans les yeux. Ça fait plaisir à voir. Lionel, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super cet entretien. Donc, encore merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour et toi et pour Sainte-Hélène. Merci beaucoup.